Vous êtes en forme pour dernier après-midi ensemble. Dernier après-midi bien occupé. On a trois conférences, trois grands moments de discussion. Et on va déjà enchaîner déjà avec la première conférence de 13h à 14h avec Nick Payne et Emmanuel Lapierre qui sont ici. Nick, pour te présenter, tu es membre fondateur et ex-président d'Option Nationale, auteur de nombreux textes sur la question nationale et sur le mouvement indépendantiste, chroniqueur et analyste politique à Cube Radio, ainsi qu'animateur et collègue à Radio VM où tu présentes l'excellente émission Société. On peut l'applaudir, Nick Payne, bien sûr. Tu peux prendre place sur un des fauteuils. Et aussi, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux avec toute sa verve et ses propos fleuris et chanteries. Emmanuel Lapierre, bonjour. Tu es né au Pérou, tu as immigré au Québec tôt dans ta vie. Malgré tout, tu as longtemps porté une ambivalence identitaire qui t'a mené vers des études en histoire. Aujourd'hui, écrivain et professeur d'histoire au collégial, tu as publié des textes portant sur les nationalistes. Ta dernière publication, Le duel culturel des nations, paru en 2023 aux éditions Boréal, est un essai qui a fait ressortir les relations de pouvoir qui s'établissent entre les langues et les cultures du monde. On peut l'applaudir. Bienvenue, Emmanuel. En place. Donc, on est en format présentation, discussion, 45 minutes et ensuite 15 minutes de questions pour vous, le public. Vous savez comment ça marche ensuite. Je ne sais pas qui voulait commencer. Emmanuel qui commençait pendant sa présentation. Donc, Emmanuel peut. Vous avez des micros, vous êtes là, à vous la parole. Bonne Alors, écoute à tous. bonjour à tout le monde. Alors oui, donc merci Julien. Donc comme tu viens de le dire, je viens de publier un livre qui s'appelle Le duel culturel des nations, qui a été favorablement accueilli. Là, il y a eu quand même pas mal de réactions à ce livre. Et en gros, ce que ça explique, c'est donc qu'il existerait, c'est une nouvelle théorie que je lance en sciences humaines. Je vais peut-être juste brosser juste un mini portrait avant de ce qui existe. Donc, il existe différentes grilles d'analyse des relations de pouvoir entre les gens dans la société. On connaît bien Karl Marx qui a dit, bon, écoutez, il y a des luttes de classe qui existent. Alors, les riches et les pauvres essaient de se diviser le pouvoir. Il y a les guerres culturelles aux États-Unis qu'on pourrait mentionner aussi comme grille d'analyse possible, où là, on dit, ben écoutez, il y a des différences, des groupes qui ont des valeurs différentes. Donc, par exemple, il y a des républicains, il y a des démocrates. Les républicains sont contre l'avortement, par exemple. Les démocrates sont en faveur. Certains sont antiracistes, plus particulièrement. Et ce que j'avance, moi, c'est que, attention, il y a une autre grille d'analyse qu'on pourrait utiliser pour étudier les sociétés, les rapports de pouvoir dans les sociétés. Ça s'appelle le duel culturel des nations. Donc, c'est de dire que dans toute société autour de la Terre, il y a une nation dominante qui tente d'assimiler des nations qui seraient donc dominées, qui en retour résistent à cette assimilation, à cette tentative d'assimilation. Donc ça se déroule ici même, au Québec, ça se déroule au Canada, ça se déroule en Amérique du Nord, aux États-Unis, ça se déroule en Amérique latine, ça se déroule sur le continent africain, européen, ça se déroule partout dans le monde. Et donc, j'ai essayé de conceptualiser cette nouvelle grille d'analyse en me basant sur, enfin, le point de départ, c'est une publication de l'UNESCO qui s'appelle l'Atlas des langues en danger dans le monde, qui aurait sorti justement, en fait, dans l'actualité il y a quelques mois à peine, et qui explique que de 50 à 90% des langues du monde risquent de disparaître d'ici la fin du siècle. Donc, ça a été un peu un des éléments d'intuition initiale. Donc, je reprends ça et j'élabore une théorie explicative, finalement, des relations qui peuvent s'établir. La dernière chose que je pourrais dire, après ça, je ne sais pas si tu, tu veux prendre la parole, Nick, mais la dernière chose que, comme discours initial d'entrée, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que ce qui est intéressant à propos de cette théorie-là, c'est que, en fait, ce qu'on se rend compte en étudiant le phénomène, c'est que les nations dominantes qui cherchent explicitement à assimiler, donc en le disant ouvertement et en essayant d'assimiler, disons, physiquement, des nations dominées, ce sont des cas rares, hein, comme par exemple ce qui s'est passé au Rwanda ou les vraies tentatives d'assimilation réellement ouvertes, c'est quelque chose d'exceptionnel.
La plupart des tentatives d'assimilation se font de manière larvée. Donc, le duel culturel des nations, c'est une guerre larvée où la nation dominante va tenter de convaincre par le discours la nation dominée qu'elle doit disparaître. Et une fois qu'on a compris ça, c'est très intéressant d'étudier tous les discours qui se produisent dans l'espace public. Parce que la nation dominante va utiliser différents moyens pour ça. Notamment, elle va tenter de faire comprendre à la nation dominée qu'elle ne peut pas, qu'elle est une espèce d'enfant dont il faut prendre soin, qu'elle ne peut pas se gérer elle-même et qu'elle a donc besoin de la nation dominante pour le faire, par exemple. Qu'elle n'a pas le même statut moral, qu'elle ne sait pas bien distinguer le bien du mal et qu'elle a une tendance naturelle à faire des choses mal, finalement. Donc voilà, c'est quelque chose il y a beaucoup de psychologie sociale là-dedans, ou même, je dirais même de psychologie à l'intérieur de ce concept-là, et en même temps historique. Alors, voilà, c'est ce que je dirais pour commencer. Alors, je vais faire le pont en disant que pour qu'une nation soit consciente de ce qu'elle fait l'objet d'une tentative d'assimilation, encore faut-il qu'elle soit consciente d'exister, d'être elle-même. Et là-dessus, parce que moi, c'est plutôt ça mon sujet, mais on se recoupe, on est donc très proches par conséquent. Je vais citer un grand philosophe québécois que vous connaissez bien. Alors, ça y va comme suit. Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français canadien français. Un Américain du Nord français. Un francophone québécois canadien. Un Québécois d'expression canadienne française française. On est des Canadiens américains francophones d'Amérique du Nord, des franco-québécois. Et la femme du philosophe d'ajouter, on est des franco-canadiens du Québec, des Québécois canadiens. Vous voyez, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. Comment se fait-il qu'on est mélangé comme ça au Québec? Parce que ça n'a pas beaucoup changé, je pense, depuis cette caricature qui s'appelait Elvis Gratton. Ça a changé un petit peu. Alors, c'est vrai que lorsqu'on explore le territoire de l'identité et de la nation québécoise, c'est un petit peu comme conduire dans les rues de Montréal. Hein? Il y a des cônes oranges, des cratères, des impasses, des interdictions, des pièges aussi. Des fois, ça a l'air d'un piège. Hein? Vous tournez sur une rue qui a l'air ouverte et puis finalement, on entend le public en canne qui rit parce que vous arrivez voilà, devant un mur de béton ou de travaux. Mais trêve de plaisanterie, l'identité québécoise et derrière elle, la conscience de ce peuple québécois d'exister comme une nation pleine et entière est un territoire très, très brumeux, très, très complexe, très compliqué. Et je me suis demandé pourquoi c'est comme ça, pourquoi on est rendu là. Bien, écoutez, pensons à Louis Balthazar, hein, dans son livre, qui faisait un bilan du nationalisme québécois en 1986. Lui, il disait nous avons été Canadiens, puis Canadiens-Français, puis nous sommes devenus Québécois. On voyait à travers ça une sorte de parcours d'émancipation ou de construction d'une identité nationale qui nous serait propre et qui permettrait bien sûr de résister à l'assimilation. C'est ce qui est derrière cette volonté. Jusque-là, ça allait bien, mais il faut voir que depuis, nous sommes passés à une autre étape. Nous sommes désormais, on a de la misère des fois à se l'admettre, mais nous sommes maintenant des Québécois francophones. Nous ne sommes plus seulement des Québécois, il faut à nouveau se distinguer, un peu comme si nous avions voulu fuir notre condition de minorisés dans le Canada et que, dans une sorte de fuite en avant, nous avions reproduit cette condition, mais en plus petit à l'intérieur même du Québec. Nous sommes désormais des Québécois francophones, même des francophones. On dit ça comme si c'était un ethnonyme, en fait, alors que ce n'est que la langue que nous parlons. Et là, une fois qu'on a bouclé la boucle et qu'on fait ce constat que nous ne sommes désormais plus seulement des Québécois, mais bien des Québécois francophones, ça nous permet un autre regard sur la trame des dernières décennies, voire même des derniers siècles. Et là, on est obligé de voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. C'est vrai que nous avons connu une forme d'émancipation, mais c'est vrai aussi qu'il y a une perte. Alors, nous étions autrefois
le deuxième niveau dans la citoyenneté, la nationalité canadienne. Et nous sommes désormais une sous-catégorie linguistique provinciale. Quand on y pense froidement, il y a quelque chose là comme une sorte de déclassement ou d'échec. Pourquoi cet échec? Bien, parce que le projet d'une nationalité, d'une citoyenneté québécoise qui a connu vraiment ses heures de gloire dans les années 60, 70, jusqu'au référendum de 80-95, permettait de se projeter comme une nation à part entière. Donc, nous allions être les Québécois. Quiconque sur le territoire du Québec allait devenir Québécois, éventuellement même culturellement, de façon profonde, et non seulement par simple code postal, si vous voulez. Sauf que le projet d'indépendance n'a pas abouti. Et c'est là qu'il y a comme du sable dans l'engrenage, c'est-à-dire qu'on est un peu tombé à plat, tombé dans le vide, entre les craques du plancher. Comme le pays du Québec n'existe pas, ben notre nationalité, notre éventuelle citoyenneté québécoise ne sont encore et toujours que provinciales. Alors, il y a là un travail à faire, un coup de barre à donner, sans doute, probablement, sur le plan de la politique, bien sûr. Il faudra bien un jour faire l'indépendance. Pardon, je milite, vous allez penser, mais je pense vraiment que si on veut faire aboutir cette nationalité, cette citoyenneté québécoise, c'est par là que ça passe, en toute logique, comme pour la plupart des peuples et des nations qui ne sont pas en train de se faire assimiler parce qu'ils sont en situation de tutelle ou de mise en minorité. Alors, pardon d'être un peu trouble-fête peut-être, mais à mon sens, nous sommes à une époque où notamment nos politiques se réfugient dans des formules faciles à ce sujet en disant, ben voilà, quiconque vit au Québec est québécois et c'est bien ainsi. Sauf qu'il y a une part appréciable de la population du Québec qui n'entend pas les choses de cette façon. Le Québec n'est pas un territoire de cohérence identitaire. Il y a une réelle rivalité, pour reprendre à peu près ton concept, Emmanuel, entre deux cultures sur le territoire québécois. Il y en a une qui est évidemment dominante dans le grand ensemble canadien, qui est la culture canadienne anglaise, voire même nord-américaine anglaise. Alors, quand on dit que tout le monde au Québec est québécois, je vais terminer là-dessus. Je vous attire sur un moment fort, qui est peut-être un moment charnière dans le début de cette espèce d'échec de la nationalité québécoise. C'est cette motion votée par le Parlement fédéral canadien en 2006. Les Québécois, les gens du Bloc québécois notamment à l'époque, ont célébré le fait que les parlementaires canadiens ont accepté de reconnaître la nation québécoise. Et de fil en aiguille, depuis, on est resté dans l'impression que ce jour-là, on nous a reconnu, on a reconnu le Québec comme une nation. Or, j'attire votre attention sur le libellé anglophone de la motion qui dit, écoutez bien, c'est fort intéressant, The Québécois form a nation within a united Canada. The Québécois. C'est curieux cet emploi du mot français, mais ce n'est pas par hasard. Ces Québécois-là, ce sont les Kebs de Jean-François Lisée. Ce sont les Canadiens français du Québec, c'est Elvis Gratton ici. Ce sont les Québécois d'ascendance culturelle canadienne-française. Et envers eux, le Parlement fédéral a accepté de faire une concession sémantique en disant on ne vous traitera plus, on ne vous désignera plus comme un groupe ethnique parmi d'autres. Au fond, nous allons vous appeler nation parce que ça vous fait plaisir. Mais dans cette reconnaissance, il n'y a pas d'octroi de droit d'intégrer ou de droit d'assimiler ou de droit de ne pas être assimilé. Nous ne sommes simplement qu'un groupe linguistique à l'intérieur du Canada et désormais à l'intérieur du Québec. Alors, j'ai bouclé la boucle. Nous voici en 2024 comme simple groupe linguistique au sein de ce qu'on nous voulions à l'origine être notre pays. Alors, il reste beaucoup de travail à faire. Pardon d'avoir commencé dans la bonne humeur et de terminer un peu dans la catastrophe. Mais voilà. Et je pensais qu'on avait, vous ne vouliez pas en échanger. C'était le but. C'était, on avait organisé la conversation en mode échange entre vous deux. C'est ça. Oui. C'est une bonne question.
comment on peut définir la nation au sein de l'universalisme et quel est le duel des nations au sein, par exemple, des nations du Commonwealth? OK. Donc, une nation, enfin, ce que moi, après y avoir humblement réfléchi, hein, il y a plusieurs définitions qui existent. Celle que moi, j'ai trouvée, une nation, c'est d'abord un peuple. Donc, tu as fait la distinction tout à l'heure qu'une nation se reconnaît. Effectivement, pour moi, ça fait partie intégrante de la définition d'une nation. Une nation, c'est un peuple qui se reconnaît lui-même, qui reconnaît sa propre existence. Ça serait la définition, on pourrait dire, fondamentale d'une nation. Un peuple qui se reconnaît lui-même et qui va chercher à protéger son existence. Donc, ça serait la définition, en faisant en sorte que les membres dont il se compose partagent une même langue et une même culture. Oui, moi, pour complémenter là-dessus, je dirais effectivement que la nation, de façon large, évidemment, c'est ce groupe humain qui partage globalement une culture, un rapport au monde, un rapport avec un territoire, souvent, quoique pas toujours. Ça dépend des définitions de la nation. Certains parlent de l'État-nation, hein, là, qui est plus structuré, mais on reconnaît aujourd'hui des nations qui n'ont pas d'État. Autrefois, on réservait le vocable communauté ethnique à ces groupes-là, en fait, et c'est ce qu'on redoute au Québec souvent, c'est d'être traité comme une grosse ethnie à l'intérieur du Canada. Je prononce ce mot sans connotation négative par ailleurs. Alors, c'est un peu ça la nation. Et oui, il y a quelque chose d'intangible et de complexe aussi dans la conscience chez chacun des individus dans cette nation de faire partie d'un groupe de semblables, en somme. Évidemment, dans toutes les nations du monde, particulièrement celles comme la nôtre où il y a une forte immigration, tout le monde n'est pas au même degré complètement intégré dans la nation et dans sa culture, mais néanmoins, peut-être là que l'universalisme va intervenir, mais c'est moins mon champ d'expertise. Et puis, c'est une question philosophique qui mériterait peut-être une réponse à part, la question sur l'universalisme. Peut-être qu'Emmanuel... Bien, simplement, le rapport à l'universel, c'est que tous les peuples, enfin, si on demande à n'importe quel peuple sur la Terre, quelle est la chose la plus précieuse que vous avez là, dans votre culture, il y a des bonnes chances qu'ils répondent la langue. La langue est ce qui structure nos pensées. C'est dans la langue que se forme la culture, une façon originale et particulière de nommer le monde. Et c'est ce qui fait que nous avons plein de façons de penser différentes autour de la Terre, plein de cultures différentes autour de la Terre. Donc voilà la portée universelle de la nation. Toute culture, tout peuple se sent interpellé par son identité, par son existence et va chercher à nommer le monde de sa propre manière. Et ça va être la chose la plus vitale, puisque ça va être lié à sa propre existence. Donc, c'est le caractère universel. Ben exactement, c'est ça, le caractère universel de la nation, au fond, fait en sorte qu'on peut venir avoir n'importe quelle origine et s'intégrer dans une nation X, Y, Z. Voilà, c'est pas la nation, en ce sens, ne devrait pas être exclusive, si on veut. Je voudrais relancer, faire l'avocat du diable, mais quand on est à une époque, une ère où, par exemple, notre Premier ministre fédéral se vante depuis de nombreuses années que le Canada se propose comme le premier pays post-national. On est à une époque où si les jeunes ne se définissent plus dans un contexte lié à la nation, lié à l'identité de groupe, mais un peu dans ce contexte de, vous savez, l'être humain capitalistique, individuel, qui ne pense qui souhaite juste assurer son confort et rien d'autre, confort financier, ce genre de choses et tout ça. Donc, comment aussi traiter de nation, d'identité, de duel même des nations, à une époque où des gens tentent de dire qu'on se doit de dépasser l'idéal national. Et même ça fait même pousser l'autre côté, parce que se dire post-national, est-ce que c'est façon de parler, faire partie d'une nation qui se dit post-nationale, mais qui n'en est qu'une qu'à la fin? C'est un leurre. C'est un leurre. Ça n'existe pas. Parce que quand on dit post-national, en réalité, disons qu'on prend l'exemple, il y a deux aspects à la question. Disons qu'on commence par le premier aspect. Donc, quand on parle du Canada comme État post-national, en réalité, quand on regarde les statistiques au Canada anglais, la grande majorité des immigrants apprennent très bien l'anglais, intègrent très bien la culture canadienne anglaise et finalement s'intègrent parfaitement à la société canadienne.
Donc, le projet culturel canadien, il progresse. Alors, c'est dans un tel contexte, il est facile de se dire post-national. Il commence à avoir des reflux. On le voit dans certaines banlieues à Toronto, par exemple, ou dans des banlieues, Brampton, qui maintenant est appelé avec un surnom un peu plus Paki ou ce genre Oui. de choses, du fait, et les immigrants, parce qu'ils ont atteint un certain seuil qui empêche une véritable intégration, commencent à uniquement se parler en Paki, même dans des Walmart ou des Oui. anglophones se disent, mais plus personne vient me parler. Mais ça, c'est un projet différent. Ce n'est pas le projet du premier ministre. Là, on parle du Canada post-national du premier ministre. Donc, ça, c'est un projet différent. Donc, il est vrai qu'on commence peut-être à percevoir un phénomène où on lisait, en fait, même en fin de semaine, là, dans le Devoir, où il commence à y avoir des poches comme ça qui existent, où il y a des gens qui se recréent finalement un univers culturel duquel ils ne souhaitent plus sortir. Donc, ce n'est pas le seul apanage du Canada, ça se déroule ailleurs. Mais encore là, on se réfère à une nation qui est existante quelque part. Ce n'est pas une nouvelle nation qui est créée. On cherche à reproduire quelque chose qui existe déjà. Donc, dans ce sens-là, selon moi, on n'est pas du tout dans un univers post-national. Au contraire, on s'accroche très fort à des nations. Soit on crée des nouvelles poches nationales qui sont déjà existantes, soit il y a un projet national qui avance, comme le projet national canadien, sans se nommer lui-même. Hein? Donc, tout simplement. Nick? Ben, c'est ça. Tu référais tout à l'heure à ce refus d'admettre sa volonté d'assimiler ou de dominer de certaines nations dominantes. Ben, on est là-dedans ici. C'est-à-dire que se prétendre post-national, voire même multiculturel, c'est de la mise en marché. C'est un luxe que peut se permettre une culture rouleau compresseur comme la culture nord-américaine anglaise à travers le gouvernement canadien. On fait semblant qu'on est très, très ouvert, sachant fort bien qu'il n'y a pas d'enjeu, comme on dit de nos jours, sur la protection de l'anglais ou de la culture voilà, qui lui est associée au Canada, aux États-Unis d'Amérique. C'est vrai qu'au Canada, il y a quand même certaines conséquences concrètes là, de la vision post-nationale, mais disons que globalement, c'est beaucoup plus utile pour les Canadiens, cette histoire de post-nationalisme-là. Ça leur sert, c'est très utile pour dire au Québec, ben, voyez, vous ne devriez pas exister comme nation, puisque nous, regardez, on est passé à autre chose. Évidemment, c'est un leurre, c'est un piège.